Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode du cycle de conférences académique All-Star Game pour une interview en présence de Philippe Silberzan et de Pierre-Jean Bengozi. Bonjour. Bonjour. Pierre-Jean Bengozi, Philippe Silberzan, bonjour. Merci à vous, merci d'être là. Peut-être une première question pour vous deux. Qu'avez-vous pensé de cette conférence et plus généralement de l'académique All-Star Game, du projet qui est mis en place ? D'abord, je trouve que c'est un projet extrêmement tonique et dynamique. Je le disais en sortant de la conférence, c'est bien plus intéressant, aussi bien, je pense, pour les étudiants que pour les intervenants eux-mêmes, d'avoir un format aussi interactif qui permet à la fois de rebondir sur les idées et d'approfondir un peu en fonction des réactions des uns et des autres, plutôt que d'avoir un cours où on déroule un peu le même format. Donc un plaisir à la fois parce que ça permet de discuter avec les collègues et puis d'avoir une production de connaissances et pas simplement une restitution de connaissances. Même sentiment, c'est aussi le plaisir de lier ce qu'on fait à des sujets d'actualité, plus ou moins d'actualité, en tout cas des choses qu'on peut vivre tous les jours, c'est des transformations organisationnelles, mais aussi de lier à certains phénomènes. On a parlé de jeux vidéo, donc il y a ce que devrait, je pense, être la recherche, c'est-à-dire à la fois des choses de fond, mais aussi un lien avec la réalité de ce qu'on peut vivre dans le monde économique ou autre. Et donc je pense que ça répond bien à cet impératif de ce que doit être, en tout cas une partie de la recherche en stratégie et en management. Alors, on a une question encore pour vous deux. Vous avez évoqué toutes les entreprises aujourd'hui du monde du numérique et on se rend compte au final que ces fameux entrepreneurs du numérique redessinent totalement les modèles d'affaires ou les modèles mentaux. Et quelque part, ce sont eux qui dessinent les modèles et plus au final peut-être le chercheur en stratégie et management. Et donc, on se pose forcément la question de la place de la recherche académique dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans ce type d'entrepreneuriat. Ce que révèle le cas du numérique, c'est une question plus générale qui touche à ce qu'est la recherche en gestion par rapport aux autres sciences sociales. Pour la recherche en gestion, a fortiori en stratégie, le terrain, la connaissance, les informations, elles sont chez les managers, à la fois, les managers des entreprises et des organisations, à la fois pour identifier quelles sont les questions pertinentes à aller interroger et quelles sont les formes sociales ou les formes d'organisation ou les stratégies de réponse qui sont élaborées. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est particulièrement prégnant sur le cas du numérique et des entrepreneurs, parce que ça bouge beaucoup, parce que les modèles se transforment, parce que les formes d'organisation se transforment, parce que les offres se transforment. Mais finalement, on retrouve des questions qui ont traversé toute l'histoire du management, d'où l'importance des travaux comme ceux de Taylor, déjà il y a plus d'un siècle, ou de Fayol, ou toute l'histoire du management. Je ne vais pas refaire cette histoire, mais qui à chaque fois a mis en avant l'importance d'aller y voir, d'où les concepts de recherche-action, de recherche-intervention, de recherche clinique, c'est-à-dire que de penser l'articulation entre à la fois les praticiens, l'observation des pratiques et l'intégration, la capacité des praticiens à avoir une forme de rétroactivité sur leurs pratiques, et ce que font les chercheurs et ce que peuvent analyser les chercheurs en management. Donc cette interrelation, elle se pose de manière plus aiguë aujourd'hui parce que les technologies bougent, les formes d'organisation bougent, l'environnement est beaucoup plus mobile et flexible, mais c'est finalement une question qui traverse toute l'épistémologie du management. Et j'ajouterais que dans un monde qui change énormément, alors c'est vrai que les acteurs qui font changer ce monde et qui bouleversent les modèles sont des entrepreneurs, des innovateurs, des militants, des acteurs sociaux. Enfin, il y a une large palette de gens qui participent à cette reformulation de modèle, à ce changement de société qu'on observe. Effectivement, c'est pas nouveau. Il y a eu dans toute l'histoire de l'humanité des périodes de profonds changements. Et on a une demande aujourd'hui du management qui est précisément de fournir des modèles pour comprendre ce qui se passe. À la fois de comprendre ce qui n'est pas nouveau, parce qu'on a tendance à penser, quand on voit quelque chose qui est entièrement nouveau, ce que fait Airbnb, par exemple, se faisait déjà au Moyen-Âge, alors clairement pas avec une app, mais de louer son salon, c'est une très vieille pratique. Donc de mettre en perspective des choses qui pourraient nous paraître entièrement nouvelles et qui ne le sont pas tant,
et inversement de mettre en perspective là des choses qui là sont réellement nouvelles et qui appellent à une réflexion assez fondamentale pour créer ces nouveaux modèles-là. Et la recherche en management, c'est son rôle, ou ça devrait être son rôle si ça ne l'est pas, parce que ça participe effectivement de cette transformation-là. Très bien. Donc Philippe Zilberzan, peut-être une question pour vous. En parcourant votre site internet avec un œil attentif, on remarque la présence d'une phrase « L'incertitude nous rend libres ». Est-ce que vous pourrez peut-être expliquer un peu votre pensée et répondre à la question une liberté, mais à quel prix ? Alors j'aime beaucoup cette citation qui est tirée d'un ouvrage sur la gestion du risque, et pas tellement de l'incertitude. L'incertitude, c'est le fait que notre avenir est indéterminé. Au moment où on parle, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On a eu dans l'histoire des modèles qui étaient des modèles déterminés, c'est-à-dire des systèmes philosophiques qui disent que tout ce qui se passe, c'est déjà écrit. Ces modèles ne laissent pas de place à l'agence humaine. Si tout est déjà écrit, on peut juste être assis effectivement et observer le déroulement du monde. Si en revanche on dit qu'on est avec un avenir incertain, eh bien cet avenir dépend de ce que nous allons faire. Et donc on réintroduit l'agent humain comme partiellement au moins maître de son destin. Donc il peut y avoir une tempête, il peut y avoir un raz-de-marée, alors on n'y peut rien. Mais pour ce qui concerne les systèmes sociaux, il y a une place pour l'action humaine. Et comme en plus le monde n'est pas déterminé, c'est à mon sens la source de la liberté. Donc on a la liberté de choisir, de créer le monde que nous voulons, pas quelque chose qui va nous arriver sans que nous ayons notre mot à dire. Après, à quel prix ? C'est, je crois, toute la question humaine, c'est qu'effectivement, les libertés, ça coûte parfois cher, mais je pense que ça vaut la peine. Bien. Maintenant, Pierre-Jean Bengozi, une question pour vous. Vous traitez dans vos travaux des industries créatives, et en tant qu'étudiant, on a peut-être un type d'industrie créative qui nous concerne particulièrement, c'est celle qui concerne l'économie de la connaissance. Quelle place, au final, dans la recherche pour ce type d'économie assez immatérielle, quand on constate qu'on étudie plutôt des formes d'économie assez matérielles et normalisées ? Moi, tous mes travaux, toute ma carrière, j'ai essayé de tenir un peu les deux pistes, à la fois des formes traditionnelles, je veux dire, d'organisation, à travers notamment des entreprises technologiques, et puis les industries contenues et les industries créatives. Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement que les deux, finalement, révèlent les deux faces du même problème. Je pense que pour le chercheur en management, c'est particulièrement intéressant de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les industries créatives, parce qu'on voit apparaître des formes nouvelles, à la fois de production, d'innovation, de manière de penser la créativité, de manière de gérer des projets, d'avoir des entreprises par projet ou par mission, comme le terme est à la mode. Et ça, c'est des structures qui ont émergé d'abord dans les industries créatives. L'organisation par projet, le cinéma, le théâtre, depuis presque l'Antiquité, se sont mis en place sur cette forme-là. L'industrie de masse, c'est l'industrie de la librairie qui est née au Moyen-Âge, après Gutenberg, et qui se développait ensuite. Et c'est pas un hasard si, je disais dans la conférence, le cinéma et l'automobile sont nés à peu près en même temps, à la même période, à la fin du 19e siècle, et se sont développés aussi massivement sur des schémas très différents. Mais c'est vrai que le management et les théories du management, comme d'ailleurs les théories de l'économie, ont plutôt pensé les formes traditionnelles d'entreprise et les formes traditionnelles d'entreprises manufacturières, sans forcément regarder comment les entreprises de contenu, de création de connaissances, d'innovation et de créativité s'organisaient pour développer cette créativité-là. Et à l'inverse, c'est intéressant de voir que ces entreprises créatives ont eu besoin, à un moment donné, de rationaliser leur forme de production et ont fait appel à des outils, à des techniques et à des compétences issues du monde des entreprises traditionnelles. Quand les musées ont commencé à développer en France les boutiques de musées, qu'est-ce qu'ils ont été faire ? Ils ont été chercher des commerciaux qui soit tenaient des librairies, soit, j'ai en tête pour la boutique du Louvre, venaient de chez Christophe, donc un des orfèvres de l'industrie du luxe. Donc on a eu des interrelations permanentes entre les industries créatives et les industries plus classiques, dirons-nous, à la fois sur le fonctionnement et sur la capacité de penser les théories et les modes de compréhension de ces structures.
Très bien. Donc une prochaine question qui s'adresse un peu à vous deux. Donc on a essayé d'introduire une certaine nouveauté, un petit défi. On va vous demander peut-être en 1 minute de pouvoir résumer ce que vous avez exprimé dans cette conférence et exprimer vos idées en 1 minute, si c'est possible. Alors après le pitch de la thèse en 80 secondes, le pitch de l'enseignant-chercheur en 60 secondes, pour moi, cette conférence, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que aujourd'hui, les entreprises et les chercheurs en management stratégique sont confrontés à des environnements qui sont éminemment évolutifs, flexibles, et donc source d'incertitude, et que par rapport à ça, les réponses en termes s'expriment à la fois en termes organisationnels, le mode d'organisation et le mode de gestion de ces organisations, en termes de modèle économique, de type d'offre qui est créé, et en termes de modèles mentaux, quelle capacité de penser et d'avoir en tête des schémas cognitifs qui vont guider justement le choix des modèles d'organisation, le choix des modèles économiques. En complément de ça, effectivement, ce que j'ai dit, c'est que dans un monde qui change énormément, à la fois profondément et rapidement, l'implication de ça, c'est qu'effectivement des modèles mentaux ou modèles d'affaires qui ont pu expliquer et être à l'origine du succès d'une organisation, parfois depuis très longtemps, sont remis en question. Ils sont remis en question aujourd'hui de manière de plus en plus rapide, et que donc une organisation qui aujourd'hui ne met pas la mise à jour de ces modèles mentaux, c'est-à-dire de la façon dont on voit le monde, dont on le conçoit, sur la base duquel on agit, une organisation qui ne met pas cette capacité à mettre en question ces modèles mentaux et à les ajuster, va perdre le lien avec la réalité et va rejoindre Kodak et Nokia, c'est-à-dire le groupe des entreprises qui ont laissé passer les ruptures et qui ont disparu. Très bien. Bravo à vous deux déjà pour avoir relevé ce défi. Et on va vous demander de conclure avec une dernière question, qui est celle qui est associée au final à l'académique All-Star Game. Pour vous, la recherche en management et en stratégie, mort clinique ou renaissance ? Je vais dire renaissance clinique. C'est renaissance parce que l'économie a toujours bougé. Clinique parce que la recherche en gestion est forcément clinique, c'est-à-dire est forcément en liaison avec les entreprises, en compréhension des pratiques réelles des managers, des organisations. Donc voilà, c'est une façon un peu de biaiser avec votre question, mais au fond, j'en suis intimement convaincu. On n'est pas loin de la mort clinique, parce qu'il y a une dérive, il y a beaucoup de raisons dans cette dérive, qui est que la recherche en management se coupe de la réalité des entreprises, pour beaucoup de raisons qui sont des raisons institutionnelles ou idéologiques. Et donc, il est urgent de renouer ce lien. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui l'ont maintenu, et le Academic All-Star Game est une des façons très intéressantes, je pense, de maintenir ou de renouer ce lien. Et donc, j'espère qu'il y aura d'autres initiatives de ce type pour qu'effectivement la recherche en management et en stratégie reste pertinente et utile. Très bien, donc merci. Merci à vous, Merci Pierre-Jean Bengozi. Merci à vous. Philippe Zilberzan. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouvera donc le 14 février pour un 3e épisode de ce cycle de conférences de l'Académique All-Star Game. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on a Facebook mais aussi Twitter avec le compte ASG 2019. Merci.